Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Santé Mag sur Canal Algérie. Ce soir, nous nous intéressons à la prévention et au dépistage de certaines pathologies qui peuvent constituer un frein dans le développement et la croissance de nos enfants. Avec mes invités, on parlera de troubles de la vision, de troubles de l'audition ou encore de troubles liés à l'apprentissage. La santé bucco-dentaire n'est pas en reste. De nombreux liens entre santé bucco-dentaire et santé générale sont désormais établis. Comment aider les parents à détecter ces troubles précocement et garantir une bonne prise en charge pour une vie saine de leurs enfants? Voilà en gros le propos qu'on vous a choisi ce soir, et pour en parler, j'ai l'énorme plaisir de recevoir Dr Bouhafs Wafa. Vous êtes chirurgien dentiste, spécialiste en ODF, l'orthopédie dentofaciale. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également l'énorme plaisir de recevoir une habituée de l'émission, Dr Aziza Souad Choukri. Vous êtes pédiatre installée à votre compte. Bonsoir. Merci, bonsoir Sarah, ravie d'être parmi vous encore une autre fois. J'ai également le grand plaisir de recevoir un autre habitué de l'émission, Dr Messadi Abdelkader. Vous êtes ophtalmologiste à la clinique Source de la Vision à Alger. Bonsoir. Bonsoir Sarah, merci pour cette invitation. C'est moi qui vous remercie à vous trois pour venir sensibiliser autour de cette thématique. L'idée de cette émission est d'ailleurs d'inciter les parents à consulter, même si nos enfants ou même si vos enfants ne sont pas malades. Beaucoup de médecins se plaignent, beaucoup de pédiatres en l'occurrence disent que leurs malades, on les perd. Les malades, on les perd de vue à partir de l'âge de 5-6 ans parce qu'ils n'ont plus de contrôle régulier, parce qu'ils n'ont plus de vaccin. Mais encore faut-il rappeler qu'il est important de continuer à consulter son pédiatre. Pourquoi ? C'est une très bonne question, Sarah, justement. Les parents ne sont pas avertis. Les parents, peut-être, n'ont pas assez de conscience par rapport à l'intérêt de ces visites, ce qu'on appelle visites systématiques, qui normalement... L'enfant devrait bénéficier d'au moins 20 consultations, 20 visites systématiques avant l'âge de 6 ans. Malheureusement, c'est un manque d'information ou un manque de conscience. Les gens, pour eux, on voit le pédiatre quand l'enfant est en période néonatale, plus ou moins nourrissant. Après 2 ans, c'est plus nécessaire, il passe aux urgences. Oui. Il y a ce point, le fait de passer aux urgences quand l'enfant est malade, les parents ne consultent que quand l'enfant est malade, et le fait de passer aux urgences, ce n'est pas une consultation en soi. Aux urgences, ils ont des buts bien précis, bien définis. Lever l'urgence, c'est tout. Ce n'est pas une consultation. Faite proprement dite, il n'y a pas de suivi de n'importe quelle pathologie, soit sans dépistage ou sans suivi lors des urgences. Alors, vous n'avez pas confirmé ce que je disais, c'est-à-dire à partir de l'âge de 6 ans, les enfants sont peut-être moins malades, même en termes de bronchiolite, en termes de rhinopharyngite, donc on les perd un peu de vue. Qu'est-ce qu'on doit chercher, docteur Choukri? C'est-à-dire dire aux parents aujourd'hui que même si votre enfant n'est pas malade, il a 6 ans, il est scolarisé, qu'est-ce qu'on cherche si on fait ce que vous venez de dire, une consultation systématique? Une visite systématique. Une visite, voilà. Qu'est-ce qu'on cherche à 6 ans? Oui. D'abord, on devrait chercher avant, oui. Chercher avant et dépister toutes les pathologies avant l'âge de 6 ans. Idéalement. Sinon, qu'est-ce qu'on cherche à 6 ans? À 6 ans, il pourrait y avoir toutes les pathologies acquises, parce qu'en général, les pathologies congénitales, on les a diagnostiquées très tôt. Et ce qui reste des pathologies acquises, c'est ce que peut avoir un enfant comme pathologie, les pathologies thyroïdiennes, les pathologies rénales, les troubles de croissance, les pathologies digestives, la maladie cœliaque peut survenir à n'importe quel âge, un diabète peut survenir à n'importe quel âge, un problème thyroïdien, une hypothyroïdie dite d'Hashimoto peut survenir à n'importe quel âge. Le développement saturopondéral en lui-même, il faut le surveiller parce qu'il y a plusieurs pathologies qui sont à l'origine d'un retard saturopondéral, les problèmes ophtalmologiques, les baisses de l'audition. La surdité devrait être dépistée très précocement. Les pathologies congénitales telles que l'hypothyroïdie devraient être des diagnostics congénitales, devraient
être diagnostiquée plus précocement. Mais toutes les pathologies acquises, un enfant peut tomber malade à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. Absolument, oui. Alors l'idée justement, lorsqu'on dit qu'il faut consulter, c'est d'optimiser une prise en charge et orienter les enfants malades, comme vous venez de le dire, docteur Choukri. L'ophtalmologie occupe une part indéniable dans, j'ai envie de dire, quand on a des troubles ophtalmiques, cela peut constituer effectivement un frein dans le développement de l'enfant ou dans l'apprentissage. On y arrive, on va en parler aussi. On dit même que les troubles de la vision sont aujourd'hui la première cause d'échec scolaire au primaire. Rien que ça, docteur Messadi. Absolument, absolument. Si on se réfère un petit peu aux statistiques, déjà en 2010, ça fait très longtemps, une étude de l'OMS recensait déjà 241 millions de malvoyants dans le monde, dont 15% qui étaient des enfants. C'est considérable comme chiffre. Aujourd'hui, il y a un chiffre, 10% également des enfants de moins de 5 ans ont des troubles visuels. C'est beaucoup quand même, 10%. C'est énorme comme chiffre. Et avec le développement des technologies modernes, ce chiffre, il va aller en augmentant. J'y reviendrai parce que j'ai envie de consacrer un petit instant à ce problème-là. Et le dépistage de ces anomalies de la vision devrait se faire très tôt. Quand vous avez posé la question à ma collègue, à l'âge de 6 ans, en parlant de dépistage de problèmes visuels, il ne faudrait pas les dépister à 6 ans parce que c'est déjà trop tard. Déjà trop tard. Et c'est une source d'échec scolaire. Un enfant qui est déjà à l'âge de 6 ans, il a déjà un apprentissage au préalable. Il est déjà passé à la maternelle, en CP. Donc, il a quand même des apprentissages préalables avant cela. Alors, il faudrait faire un dépistage, mais comment faire ce dépistage et qui doit bénéficier de ce dépistage? On sait que les problèmes visuels sont dans 30% des cas héréditaires. Donc, quand dans une fratrie, il y a un élément de la fratrie qui est porteur de lunettes, la maman devrait s'intéresser aux autres membres. Quand les parents déjà, les parents déjà portent des lunettes, prendre les autres enfants chez l'ophtalmologiste pour dépister un vice de réfraction, parce qu'il est probable qu'il y en ait, même si ce n'est pas parlant. Et beaucoup d'anomalies de la vision, malheureusement, ne sont pas parlantes. Un enfant qui voit 1/10 ne se rendra jamais compte qu'il ne voit pas bien. Parce que pour lui, la vision qu'il a, c'est la vision de tout le monde, c'est la norme. C'est une fois parce qu'il est né avec cette vision. Absolument. C'est une fois qu'il aura découvert une meilleure vision qu'il se rendra compte, tiens, je voyais mal. Et le problème qui se pose à nous, les mamans viennent nous voir, docteur, depuis que vous avez fait porter la lunette à mon enfant, sa vision a diminué. Mais expliquez-moi donc, madame. Eh bien, maintenant, il ne peut plus se passer de lunettes. Avant, il vivait sans problème sans lunettes. Et depuis qu'il porte des lunettes, eh bien, il ne peut plus s'en passer. Il s'est juste rendu compte, finalement, parce qu'il s'est juste rendu compte qu'il voyait mieux, la qualité visuelle est meilleure avec ses lunettes. Oui. Une question peut-être dans l'air du temps, j'ai envie de dire. On parle de 10%, vous avez dit la moitié, vous avez dit 15% de la population mondiale aurait des problèmes justement ou des vices de vision. Est-ce que les écrans peuvent y être pour quelque chose aujourd'hui? Les écrans ou les téléphones sont la prolongation de notre main, on n'arrive même pas à se défaire. Eh bien, écoutez-moi bien, vous faites bien de poser la question parce que c'est vraiment une excellente question, dans le sens où, depuis 2019, l'OMS a recensé et a fait une étude dans laquelle elle prédit, mais alors quelque chose de très effrayant, moi je dis ça avec beaucoup d'assurance, c'est effrayant, mais elle prédit à l'horizon 2050, 50% de la population mondiale va développer une myopie. Ça va donc devenir une véritable épidémie à l'échelle mondiale, et tout cela à cause de la surexposition aux écrans. Et nous avons observé, moi personnellement, dans mon expérience personnelle, j'ai observé que des enfants que j'avais vus il y a 10 ans et qui ne portaient pas de lunettes et qui voyaient parfaitement bien, reviennent régulièrement avec un développement progressif de la myopie qui se multiplie avec le temps. Et tout cela à cause de cette concentration sur les écrans et les téléphones portables et les jeux électroniques. Et j'ai remarqué également que les gens qui ne vivent pas dans
dans des endroits clos comme ça, entourés de murs, avec des smartphones, développent beaucoup moins la myopie. En fait, la question justement qu'on se pose aujourd'hui par rapport aux écrans, docteur Messadi, si je me permets, c'est vous le spécialiste, mais la question qu'on se pose aussi, c'est que est-ce que ce qui nous rend, c'est-à-dire ce qui atteint finalement la vision des personnes qui consomment des écrans, est-ce que ce serait la lumière des écrans ou le manque de la lumière du jour ? Parce que c'est vrai, quand on a son écran, on reste dans la maison, parfois on n'ouvre même pas les fenêtres, c'est-à-dire on est en même temps exposé à cette lumière et on est également privé de la lumière du jour et la lumière du soleil. Excellente question. En réalité, comment, quand on parle, en fait, tous ces problèmes-là... C'est l'un ou l'autre, des écrans, finalement. C'est l'un ou l'autre. C'est des problèmes des écrans, on développe de la myopie. Et c'est pour ça que j'ouvre une toute petite parenthèse pour dire que la myopie, en fait, il y a deux types de myopie. Il y a la myopie qu'on appelle la myopie axiale, c'est-à-dire que l'enfant naît avec une longueur de l'œil plus grande que la normale. Ça, c'est des myopies qui sont héréditaires, c'est familial. L'œil est plus grand que la norme. L'enfant est myope. Et il y a une deuxième myopie qui, justement, est générée par les écrans, c'est ce qu'on appelle les myopies d'indice. C'est-à-dire que dans l'œil, en arrière de la pupille, nous avons une petite lentille qu'on appelle le cristallin et qui est un véritable muscle, puisque c'est elle qui nous permet de passer de la vision de loin à la vision de près grâce à une contracture permanente. Et imaginez un enfant ou un jeune homme qui est exposé à cet écran pendant des heures durant. Donc son cristallin, il se contracte vraiment de façon permanente et soutenue. Et il y a une fatigabilité à la longue, et c'est ça qui génère la myopie d'indice. Donc voilà la réponse à votre question. C'est en réalité, la myopie, elle est générée non pas par l'excès de lumière ou le manque de lumière, mais beaucoup plus par la sollicitation trop importante du cristallin. Bon, après, je reviendrai à la lumière, parce que la lumière aussi, elle fait des dégâts. Ah oui, il y a des dégâts aussi. Absolument. Alors, on a parlé un peu d'une manière un peu générale. Je voulais vous poser justement la question des écrans aussi, parce que nos enfants aujourd'hui sont quand même dans j'ai envie de dire, dans une surstimulation constante. Est-ce que cela aussi contribue peut-être à la propagation de certains troubles, de type les troubles par exemple TDAH ou les troubles d'apprentissage? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien? Alors, le lien par rapport aux écrans. Donc, si on parle enfants, population infantile toute confondue, déjà, le fait d'être exposé aux écrans, donc ces ondes électromagnétiques vont retentir sur un cerveau qui est en plein développement. Automatiquement, il y a un retentissement sur la neurobiologie, sur le tissu cérébral, sur le fonctionnement cérébral en général. Et les enfants, donc chez tout enfant, donc cette exposition va induire une baisse de l'attention, de la concentration, et ça va toucher de l'hyperactivité. Toutes les fonctions cognitives vont être touchées, parce qu'un enfant exposé aux écrans ne va pas ne va pas solliciter l'environnement, ne va pas être bien dans le bain langagier familial, donc il va se retirer. Donc dès le jeune âge, il y a un retentissement affectif, il y a un retentissement interactionnel, il y a un retentissement langagier. Et par rapport aux enfants ayant des troubles du neurodéveloppement, surtout c'est le cas du TDAH. Le cas du TDAH par manque de dopamine, parce que le TDAH, c'est un trouble déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, qui est dû à un déficit en dopamine ou au récepteur de dopamine. Et le fait de l'absence de dopamine, l'enfant va chercher cette dopamine ailleurs. Il va la trouver justement dans les écrans, dans les jeux. Dans les jeux vidéo, ça sollicite donc le cercle récompense. Le cercle dopaminergique de la récompense, il est là et il est stimulé. Et à chaque fois, l'enfant va chercher cette stimulation de la réussite pour être récompensé par cette sécrétion de dopamine. Et c'est ce qui fait l'addiction. Donc les écrans
induisent une addiction des enfants en général et des enfants TDAH. Et finalement, la question était, est-ce qu'on en voit plus à cause des écrans ou pas finalement? TDAH à cause des écrans, non. TDAH, c'est comme tous les autres troubles du neurodéveloppement, sont d'origine génétique en général. Oui. Alors, on a parlé du dépistage, bien entendu, des maladies pédiatriques ou de l'ophtalmologie, mais il y a un point aussi très important qu'on a tendance peut-être à négliger, qui est la santé bucco-dentaire. On a raison de dire que la santé bucco-dentaire serait la sentinelle de la santé générale, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, quand la bouche, j'ai envie de dire, rien ne va au niveau de nos dents, rien ne va au niveau de notre corps aussi. Oui, exactement. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dentaires, on va dire par rapport aux dents d'une façon générale ou bien par rapport à la position des mâchoires et tout, qui peuvent avoir des retentissements sur d'autres problèmes de la santé. C'est-à-dire qu'on peut avoir un problème de trouble dentaire qui peut avoir une répercussion sur la sphère orale, sur même on va dire la posture de l'enfant. Donc si on dépiste des problèmes dentaires très tôt, on peut orienter les parents vers une consultation plus spécialisée. Par exemple, je vous donne un exemple, un enfant qui respire mal, qui a une bouche tout le temps ouverte, il a un problème de croissance de la mâchoire supérieure. Donc là, s'il consulte un dentiste ou bien un orthodontiste très tôt, on peut l'orienter vers un ORL qui va probablement chercher la cause de cette respiration buccale. Et avec la correction de la respiration et rétablissement de la correction nasale, c'est sûr que l'enfant va croître mieux, il aura une meilleure croissance, un meilleur développement. Ça peut s'influer aussi sur puisqu'on parlait de l'apprentissage et l'école, ça peut avoir aussi également un impact sur sa scolarité, parce que ce sont des enfants qui dorment mal, c'est des enfants qui sont tout le temps fatigués. Exactement. Voilà. Exactement. C'est pour dire qu'il ne faut pas banaliser. Est-ce que les Algériens ont tendance à consulter, puisqu'on est là pour inciter un peu les gens à consulter, même si on n'est pas malade, est-ce qu'on consulte son dentiste régulièrement? Malheureusement, non. Malheureusement, non. La S'il n'y a pas de douleur, c'est la douleur qui mène les patients à consulter dans la plupart des cas. Sinon, c'est quand je parle parce que moi je suis orthodontiste, donc c'est vrai qu'ils viennent quand il y a une malposition ou un problème esthétique qui est très apparent. Donc du coup, quand on arrive au complexe généralement. Exactement. Donc un enfant qui vient vers l'âge de 12 ans, c'est qu'il a vraiment un réel problème. Mais s'il avait consulté au moins vers l'âge de 6-8 ans, on aurait peut-être réglé ce problème d'une façon beaucoup plus rapide, efficace, et il aurait eu quand même un meilleur pronostic à son problème. Donc la consultation idéale, enfin, on va dire idéalement, c'est de voir le patient au moins vers l'âge de 6 ans s'il n'a aucun problème. Mais s'il a des problèmes de caries, parce qu'on voit de plus en plus d'enfants qui présentent des caries très précoces lorsqu'ils n'ont que des dents de lait encore, si la carie est là, il faut consulter encore plus tôt que 6 ans. Oui, peut-être pour l'ODF, pour la carie c'est un autre problème, mais pour l'ODF particulièrement, on a longtemps entendu dire qu'il faut attendre que l'enfant termine sa dentition, c'est-à-dire qu'il change ses dents de lait, et à ce moment-là peut-être consulter. Ça finalement ce n'est pas un bon message à émettre. Non, pas du tout. Non. C'est vrai qu'il y a même certains dentistes qui conseillent les patients à attendre le remplacement de toutes les dents pour aller vers l'orthodontiste, mais en réalité non, c'est pas le vrai message à transmettre. Il faut quand même consulter très tôt pour voir, parce qu'il n'y a pas que les malpositions dentaires, il y a aussi les malformations des mâchoires. S'il y a une malformation des mâchoires, il faut faire un traitement orthopédique, c'est-à-dire qu'il faut agir sur l'os. Et là, on a besoin d'un potentiel de croissance de l'enfant qui est là pour nous aider à faire un traitement correct. Donc, plus tôt l'anomalie est détectée, mieux le traitement va se dérouler, et bien sûr, on aura à utiliser des moyens plus simples. C'est ça. Parfois, plus simple, ça coûtera moins cher aussi, exactement, parce que quand même, disons-le, les soins dentaires, généralement, ça coûte cher, et ça peut être dissuasif pour certains parents. Oui. Alors, je vais vous inviter à regarder un reportage. Je vais revenir sur la carie, en tout cas pour sensibiliser. Je vais vous inviter, mesdames et messieurs, à regarder un reportage qui revient sur les UDS, donc les unités de santé scolaire, qui contribuent justement au dépistage et permettent de détecter souvent des troubles et des maladies dès l'enfance. Je vous propose, c'est un reportage signé Yanis Aït Belkacem. Regardez. Hana, élève en deuxième année du cycle secondaire, passe sa première visite médicale, prise en charge par l'unité de dépistage et de suivi UDS de son lycée Amar Rassim à Alger. Hana est déjà répertoriée dans le fichier
l'assistante se charge de tirer son dossier. Première consultation chez la généraliste. Ça va? Très bien. Vous êtes en deuxième AS. L'UDS, on fait beaucoup plus de la prévention. On fait aussi de la sensibilisation. Bien sûr, on dépiste beaucoup plus les maladies chroniques, les maladies aiguës aussi. On dépiste des fois des maladies cardiaques par rapport au souffle qu'on trouve. On retrouve des maladies thyroïdiennes, l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie. On recherche aussi les scolioses. On essaie de déceler cette maladie qui est chronique, bien sûr, avec le temps, avec l'âge. Deuxième étape, passage obligatoire chez la spécialiste bucco-dentaire intégrée dans le programme national de santé en milieu scolaire. La consultation se porte sur les caries et les gingivites. Notre rôle, c'est de dépister les caries, les dents à extraire, l'état gingival de la patiente, cibler ces dents-là et de convoquer le malade dans le but de soigner ces caries et d'extraire les dents qui sont atteintes. L'unité de dépistage et de suivi a également pour mission de prendre en charge deux autres paliers, le cycle primaire et l'enseignement moyen. Et c'est à Aden que nous avons rencontré un jeune élève qui présente des troubles phobiques. La santé scolaire, c'est de prévenir quelques troubles qui peuvent se développer et devenir quand même stable à un certain âge. En matière de rattrapage de vaccination, il est procédé chaque année dès la rentrée scolaire. On a la vaccination chez l'enfance, on a le DTC, diphtérie, tétanos, coqueluche et la polio injectable. Ça, c'est dans un seul vaccin, c'est-à-dire il est unidosé. Et on fait aussi les premières AM, on a le DT polio, la diphtérie, tétanos et la polio orale. Et la première AS, c'est la diphtérie et tétanos, c'est le DT, c'est le dernier vaccin. Le but de l'UDS est d'aider les élèves à se développer de manière équilibrée, à la fois préventif, curatif et éducatif. Cependant, les praticiens qui activent dans les unités de dépistage et de suivi souhaiteraient voir les unités de dépistage se développer davantage afin de mieux prendre en charge les enfants scolarisés dont le nombre ne cesse d'augmenter. Oui, alors même si le travail des UDS est un travail exceptionnel, mais malheureusement ça reste très insuffisant vu le nombre des enfants scolarisés aujourd'hui. Docteur Chokri, est-ce que ça vous arrive de recevoir des enfants envoyés justement par les unités scolaires ? Oui, bien sûr, on reçoit des enfants qui nous viennent avec des lettres orientées par le médecin de la santé scolaire pour un problème qu'ils ont détecté. Il peut y avoir un chiffre tensionnel élevé, donc ce sera notre travail de confirmer est-ce que c'est vraiment une hypertension ou pas, de faire les explorations qu'il faut, des troubles du rythme aussi, donc on découvre ça aussi. Des troubles du rythme peuvent être découverts à cet âge, à l'âge scolaire. Les troubles du rythme, les problèmes de croissance staturo-pondérale aussi, on nous envoie justement pour ça. Donc, et surtout pour les problèmes, les pathologies somatiques en rapport avec les difficultés scolaires, avec les troubles d'apprentissage, avec les difficultés scolaires en général. Oui. La dernière fois, en tout cas, on parlait de scoliose. Les médecins qui étaient présents dans ce studio, justement, disaient que le travail, c'est pour ça que je dis qu'ils font un travail exceptionnel. Beaucoup d'enfants sont orientés grâce à ces unités. Docteur Messadi, vous-même, vous représentez à vous-même une unité de dépistage, puisque vous faites ça régulièrement. Vous êtes déjà sur un projet, vous allez faire le dépistage au niveau de la wilaya d'Alger, c'est ça? Ouais. Pour plusieurs écoles. Comment ça se passe, dites-nous? Comment ça se passe? Écoutez, c'est du bouche à oreille en général. J'ai commencé une petite expérience en Kabylie, dans un endroit très isolé. Ensuite, la PC de Bir Morad Reis m'a sollicité pour faire les écoles. Et puis, ça va de bouche à oreille. D'autres localités me sollicitent. Donc, on est toujours sur des projets de dépistage dans des écoles. Parce qu'en réalité, comme ça a été dit dans le reportage, j'ai vu que les enfants sont dépistés
j'étais au lycée. En réalité, l'idéal, le dépistage devait se faire beaucoup plus tôt. J'irais même jusqu'à dire qu'il devrait se faire au niveau des centres de vaccination. Et vous me permettez, s'il vous plaît, de parler d'un sujet très très important parce qu'il représente un problème de santé publique, puisqu'il touche 3 à 5% de la population infantile. C'est ce que j'appelle l'amblyopie, ou alors un œil qui est moins performant qu'un autre œil, et qui représente, si non traité à temps, c'est-à-dire avant l'âge de 6 ans, qui va représenter un problème de santé publique, en ce sens que cet enfant-là va être un borgne de demain, à l'âge adulte, avec tous les retentissements, que ce soit social ou professionnel, et même psychologique, parce que ce sont des enfants ou des jeunes hommes qui vont se rendre compte qu'ils ont un œil qui est malvoyant et qui ne peut pas récupérer cette vision. Ils vont vivre dans l'éternelle hantise de perdre l'autre œil. Et ça fait des retentissements psychologiques considérables. C'est ce qu'on appelle communément l'œil feignant, c'est ça? L'œil feignant, voilà, c'est ce qu'on appelle l'œil feignant, classiquement. C'est ce qu'on appelle l'amblyopie. Et ça, si nous ne le dépistons pas, nous ne pouvons pas le savoir. Parce que quand un enfant regarde, quand on voit, on n'a pas l'impression qu'il y a un œil qui est moins bon que l'autre. La seule et unique façon de le savoir, c'est de faire le test, c'est-à-dire de cacher un œil puis un autre. Et moi, j'ai toujours proposé, au cours d'un forum dans un média public, j'ai proposé qu'au dernier vaccin chez l'enfant à 18 mois, l'infirmière de la PMI peut, grâce à des jouets, grâce à des images, faire le dépistage, ou même une maman, bien avant cet âge-là, faire ce que nous appelons le test de la toupie. Le test de la toupie, il consiste à quoi? Il consiste à fermer l'œil d'un enfant, un œil, puis un autre. Imaginez que mon œil droit voit bien et que mon œil gauche ne voit pas bien. Eh bien, l'enfant va se débattre pour enlever la main qui cache le bon œil parce que l'autre œil est moins performant. Donc, il va se débattre. C'est ce qu'on appelle le signe de la toupie. Rien qu'avec ce petit examen, on peut se rendre compte qu'il y a un œil qui est moins performant que l'autre. Et là, on se rapproche de l'ophtalmologiste qui va faire les tests nécessaires. En fait, Dr Messadi, peut-être qu'il faut rappeler justement que pourquoi le dépistage est très important à un âge jeune, avant 5 ans. Hein, c'est ça, idéalement entre 2 et 5 ans. Entre 2 et 5 ans, bien sûr. C'est parce que les objectifs de la prise en charge changent. C'est-à-dire, au départ, on peut rattraper ce retard ou ce problème, alors que plus tard, après 10 ans, ça sera impossible de réparer, c'est ça? Effectivement, nous savons que le cerveau d'un enfant est une pâte à modeler. Donc, tant que l'enfant est jeune, tant que cette pâte à modeler est plus malléable. Et tant que l'enfant prend de l'âge, tant que la pâte devient plus dure et moins malléable. De la plasticité, donc il y a une plasticité du cerveau dont il faut profiter quand l'enfant est plus jeune, avec des interconnexions cérébrales qui peuvent se renouer avec la bonne performance. Et dans le cas de l'amblyopie, je vous rappelle juste au passage que l'amblyopie est un facteur prédisposant du strabisme. Hein. C'est strabisme et amblyopie, ça peut être un symptôme d'ailleurs. Ça peut être un symptôme, c'est voilà, ça. le strabisme, dans le strabisme, on observe de l'amblyopie, et quand on a une amblyopie, on peut aller vers le strabisme. Donc c'est l'un conduit vers l'autre. Et donc dans ces conditions-là, il faudrait récupérer au plus tôt l'acuité visuelle de l'œil défaillant pour pouvoir faire ce qu'on appelle une isoacuité, une équivalence de l'acuité visuelle des deux yeux. Et même dans le strabisme d'ailleurs, beaucoup de mamans s'intéressent à l'esthétique de leur enfant. Docteur, mon enfant il louche, voilà, je vous le ramène pour une opération. Oui. D'ailleurs, c'est ça qui nous pousse à consulter. Hein. Du cas. Oui. Voilà. Madame, le cahier de charge est un peu différent. C'est qu'en réalité, votre enfant, il a un œil qui louche, oui, mais il louche parce qu'il a un œil qui ne voit pas. Donc, il faut d'abord privilégier comment va dire, la réponse positive, la prise en charge de cette amblyopie jusqu'à obtenir une vision identique aux deux yeux. Et par la suite, nous allons procéder à l'intervention esthétique. Oui. Alors, quels sont les problèmes qu'on doit détecter? Alors, on en parlait tout à l'heure de l'hyperactivité, du TDAH. On a parlé des problèmes d'hypothyroïdie. Il y a d'autres troubles, puisqu'on parle aujourd'hui des freins à l'apprentissage. Quels sont les autres troubles? On parle souvent des 10, des fameux 10. Oui. Donc, en matière de fonction cognitive, on sait très bien que le cerveau est en plein développement. Et le neurodéveloppement est un phénomène merveilleux. Chaque enfant a son rythme.
Mais on a des âges, on a des repères, on a toujours des repères. Alors le dépistage très très précoce qui doit se faire justement pour préserver ces fonctions cognitives, c'est le dépistage de l'hypothyroïdie en période néonatale, le déficit en hormones thyroïdiennes et le dépistage de la phénylcétonurie qui est une maladie métabolique en rapport avec un acide aminé essentiel qui est la phénylalanine. Donc ces deux pathologies doivent être dépistées très précocement avant le 5e jour de vie par un test au buvard avec une petite goutte de sang qu'on prélève du talon du nouveau-né au 5e jour de vie et à la recherche de ces deux donc la phénylalanine et la TSH. S'il y a un déficit, il faudra justement prendre en charge. C'est des urgences médicales. Ça s'est fait en principe systématiquement, c'est docteur. Non, c'est pas fait. C'est pour ça que j'en malheureusement. parle. Dans d'autres pays, mais c'est trop tard. Si le test de Guthrie, le test au buvard. Si on doit le faire durant les 5 premiers jours de vie. On le fait les premiers jours. Sinon, les médecins pédiatres sont alertés par rapport aux signes cliniques, les signes cliniques de l'hypothyroïdie ou les signes cliniques de la phénylcétonurie, et d'où l'intérêt des visites systématiques 1 mois. 3 mois, 6, 9... Ça va entraîner quoi si cette maladie n'est pas prise en charge? Un préjudice sur le cerveau et ça va induire le retard mental. Un nouveau-né qui a une hypothyroïdie congénitale diagnostiquée tardivement, donc pas traitée, va arriver à la déficience intellectuelle. Alors qu'on peut prendre en charge finalement, on peut éviter. On peut éviter. C'est évitable. Et le traitement doit se faire le premier mois. Chaque retard, chaque jour de retard a un impact irréversible sur le cerveau. Donc, c'est les deux pathologies à dépister en néonatal. Ensuite, le reste des troubles neurodéveloppementaux, donc leur dépistage se fait par rapport à la population générale. Repérage, on appelle ça repérage, ou le dépistage qui se fait pour une population à risque. Absolument. Doit se faire durant les visites systématiques dans lesquelles on surveille le développement psychomoteur de ces enfants. Alors, qui sont ces enfants en général? Enfants à risque, c'est les enfants frères d'enfants ayant déjà un trouble du neurodéveloppement ou parents de premier degré, les parents aussi ayant un trouble du neurodéveloppement. Le problème, c'est que parfois les parents ne le savent pas, ne sont pas diagnostiqués. Voilà. Souvent. Ça pourrait exister, exactement. Ensuite, c'est les enfants qui ont eu des pathologies en intra-utérin, donc des accidents en intra-utérin, des mamans une malnutrition maternelle, un déficit en iode, un déficit en acide folique ou de vitamine D chez la maman, et toute pathologie infectieuse intra-utérine qui toucherait le fœtus. Et en pernatal, c'est les accidents, c'est l'asphyxie néonatale qui est l'accident le plus connu par rapport au moment de l'accouchement. En postnatal, c'est les enfants qui ont fait des méningites, qui ont fait des encéphalites, qui ont été victimes de traumatismes crâniens, avec des fractures probablement ou même des hématomes. C'est les enfants dont les mamans prenaient par exemple des antiépileptiques ou des toxiques ou même du tabac ou l'alcool durant la grossesse. Donc ce sont des enfants à risque. Il y a aussi les enfants qui ont des pathologies génétiques bien connues par les médecins. Ces enfants ayant des pathologies génétiques ou pathologies neurologiques sont à risque de faire des troubles du neurodéveloppement. Oui, absolument. Alors, on va parler aussi de surdité, ça c'est important. On devait avoir avec nous ce soir à Noirel, mais malheureusement il a la Covid. On lui souhaite prompt rétablissement, professeur Ben Yahia. Docteur Choukri, aussi un mot peut-être sur la surdité qui est un grand tabou. Bizarrement, on le disait tout à l'heure avant l'enregistrement de cette émission, on disait que les parents ont tendance à accepter beaucoup mieux un enfant qui ne voit pas bien qu'un enfant qui n'entend pas bien. Exact, oui. Alors, le dépistage de la surdité devrait se faire aussi les premiers jours. Malheureusement, chez nous ne faisons pas systématiquement le dépistage par les auto-émissions acoustiques. Donc, c'est notre clinique. D'abord, on voit est-ce que l'enfant réagit au stimulus sonore, est-ce que le nourrissant, le nouveau-né nourrissant, réagit par le réflexe cochléo-palpébral. Donc, on tape et on voit ce que l'enfant cligne les yeux et regarde du côté du bruit. Donc, le réflexe cochléo-palpébral et aussi, après un certain temps, donc, la réaction du nourrissant à tous les stimulus sonores. Est-ce qu'il se retourne quand il entend un bruit? Est-ce qu'il se réveille quand on claque la porte? Et ensuite,
bien sûr, si on a le moindre doute, c'est les explorations avancées, PEA et audiométrie. Il faut rappeler aussi, brièvement, parce qu'on ne va pas rester sur la surdité, Oui, bien sûr. que finalement, le fait d'avoir un appareil, ce n'est pas très grave, et puis que ce n'est pas irréversible. Aujourd'hui, il faut dire que les nouvelles techniques, que la santé, heureusement, a évolué, et donc il existe aujourd'hui des appareils très discrets qu'il faut juste accepter, parce que ça reste encore un tabou, comme je disais tout à l'heure. Oui, et ne pas attendre à ce que l'enfant fasse un retard de langage pour venir consulter, parce qu'après, c'est le retard Parce que c'est de langage. indispensable. Exactement. Il faut Absolument. toujours être vigilant, voir est-ce que l'enfant se retourne à l'appel de son prénom, est-ce qu'il réagit au son de l'environnement, et alerter le médecin en cas de doute. Et le médecin va directement faire ce qu'il faudra faire à un moment précoce et avec des résultats meilleurs. Des enfants chez lesquels on fait un diagnostic, par exemple, de surdité profonde bilatérale, ça nous est arrivé de faire un diagnostic de surdité profonde bilatérale pour un enfant qui est venu pour un retard de langage. Et les parents, ils consultent quand pour le retard de langage? Ils consultent à partir de l'âge de 3 ans. Et c'est vraiment quand l'enfant malheureux. ne parle pas, c'est ça. Voilà. Oui, Quand ils attendent Absolument. jusqu'à 3 ans. Alors que l'enfant doit acquérir le langage au début, donc à la fin de la première année, il doit avoir ses syllabes. À la fin de la deuxième année, il doit avoir sa phrase. À la fin de la troisième année, il doit avoir au moins plusieurs phrases avec sujet, verbe, complément. Donc, ce parcours neurodéveloppemental d'acquisition du langage commence tôt. Il ne faudra pas attendre l'âge de 3 ans. On va donner la parole à Dr Bouhafsa. Vous avez beaucoup parlé, Dr Messadi. Mais bon, en même temps, il y a beaucoup de choses à dire sur l'importance justement d'être vigilant pour consulter. Dr Bouhafsa, justement, disait tout à l'heure que la bouche ou la santé bucco-dentaire est indissociable du reste du corps. Dans quelle mesure le fait de ne pas prendre en charge des problèmes, par exemple, d'ODF ou des problèmes de caries, peuvent-ils être un frein pour le développement de nos enfants ou la scolarité de nos enfants? D'accord. Alors, par exemple, si on prend l'exemple, on va dire chez le très jeune enfant. Parce qu'on a le volet prévention et interception. Avoir des images, justement. Voilà, prévention et interception, c'est pas vraiment pris en charge de nos jours, parce qu'il n'y a pas la consultation très précoce. Déjà, chez un enfant qui a des caries sur les dents de lait. Donc, c'est un enfant qui a très mal, qui ne mange pas bien, donc il a des problèmes de mastication. Donc une mastication qui n'est pas équilibrée, il se nourrit mal. Donc là, par rapport à sa croissance, il peut avoir une répercussion sur le plan général, mais aussi par rapport à sa fonction. C'est-à-dire, c'est un patient qui peut présenter des troubles de la fonction masticatoire. Donc là, le développement des mâchoires peut se faire d'une façon, on va dire, asymétrique, ou bien il aura quand même un trouble de la croissance des mâchoires. Un patient aussi, les patients de dépistage très précoce aussi, vers l'âge de 2 ans et demi, c'est aussi la succion du pouce ou bien la succion de la tétine. Ça, c'est des patients, chez les parents, pour eux, c'est plutôt normal. Alors que c'est des patients qui présentent des troubles par la suite, qui vont suivre par rapport à cette dysfonction, c'est des troubles de la respiration et c'est des troubles aussi de la déglutition et de la phonation. Donc ces 3 troubles ne sont détectés qu'à un âge un peu plus avancé où l'anomalie est déjà installée. Alors qu'une consultation là, on précoce... voit un peu les problèmes qui peuvent être justement Donc là, ça donne engendrés. une béance. Voilà. Donc là, une succion du pouce ou bien de la tétine, ça donne une béance antérieure ou bien latérale qui peut juste vers... Alors, j'ai envie de dire, combien de temps? Parce que ça, c'est important. Quand on dit mon enfant a sucé son pouce pendant combien de temps? Alors, on va dire la limite, c'est 2 ans. Jusqu'à jusqu'à 2 ans, on va dire, on est quand même dans la zone de sécurité où, juste avec l'arrêt de cette habitude, le tout rentre dans l'ordre. D'accord. Mais sinon, si ça passe au-delà de 2 ans, il y aura des malformations qu'il faudra traiter par des appareillages. Parce que là, il y a aussi le système neurologique qui n'est pas encore installé, donc il faudra reprendre un petit peu un circuit. Justement de cette période de plasticité, elle est très importante. Il faudra
prendre un circuit, on va dire, mieux adapté à cette sphère pour que la fonction se fasse d'une façon correcte. Et un patient qui présente aussi cette béance qu'on a vue sur la photo, c'est un patient qui aura une langue qui va se positionner plus bas, donc il va respirer par la bouche. Une respiration nasale qui n'est pas... la respiration, si elle n'est pas exclusivement nasale, ça va donner des troubles de la croissance du maxillaire supérieur, comme on le voit sur la photo. Et aussi, même par rapport à la déglutition, il aura toujours cette pulsion linguale antérieure. Et il aura aussi des problèmes de phonation. C'est un patient qui parlera mal. Ça, c'est très important parce que ça, je pense que beaucoup de gens l'ignorent, beaucoup de parents l'ignorent, puisqu'on parle, notre message aujourd'hui, il est pour les parents. C'est dire aussi que même pendant la scolarité, faire attention aux dents, parce qu'il y aura des problèmes, vous disiez tout à l'heure, de phonation, des problèmes d'articulation. Oui. C'est ça. Oui. C'est-à-dire un enfant ne pourra pas parler correctement. Et ça, non seulement ça va être un frein, absolument, et ça va engendrer aussi des complexes. Oui, parce qu'il y a des, on va dire, si on rentre un peu dans la phonation, il y a des appuis. Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi la phonation? C'est-à-dire que le patient, il va mal parler. C'est dans la prononciation de certaines lettres. Du phonème, voilà. Donc, certains phonèmes ont un appui de la langue sur les dents, la langue sur le palais. Si l'équilibre n'est pas, enfin, il est rompu, là, c'est sûr que le patient va mal parler. Donc, c'est le rétablissement de l'équilibre buccal qui va redonner, bien sûr, parfois avec une rééducation. C'est-à-dire qu'on oriente le patient vers un orthophoniste s'il dépasse un certain âge. Au-delà de 8 ans, on est pratiquement plus dans la prévention, on est dans l'interception de la maladie. C'est-à-dire qu'on va arrêter la maladie à ce stade-là pour ne pas que ça s'aggrave, mais il faut quand même des dispositifs, il faut parfois de la rééducation, il faut un traitement, on va dire des soins chez un ORL pour la respiration. C'est un peu plus... C'est plus élaboré. C'est plus élaboré, c'est plus compliqué pour le patient et pour nous. C'est plus lent, c'est plus élaboré et plus cher. Exactement. C'est très important. C'est très important à le rappeler parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les soins dentaires chez nous, c'est très peu remboursé, disons-le. Et voilà, c'est les patients qui payent et ça coûte très souvent cher. Un appareillage, un simple appareillage, ODF en moyenne, ça coûte combien? On va dire ça dépend. Si c'est un traitement orthopédique ou bien un traitement orthodontique, mais on va dire dans les 100 000 dinars, on va dire minimum. C'est ça, voilà. C'est pas donné pour c'est pas donné à tous les patients, mais le problème c'est que si ça va vers l'aggravation, ça peut aller vers la chirurgie après. Et là, c'est plus coûteux et c'est moins évident à faire accepter par le patient. Et ça se fait vraiment pas beaucoup chez nous. La chirurgie comment reconnaître un enfant qui... Est-ce qu'on peut savoir d'emblée qu'un enfant est prédisposé à avoir des problèmes d'ODF ou des caries aussi? Est-ce qu'il y a j'ai envie de dire, des patients éligibles à faire des problèmes de mâchoire, à avoir des problèmes de mâchoire, des problèmes d'alignement? Alors pour les problèmes d'alignement et surtout, là j'insiste, si c'est juste un alignement dentaire, là on peut corriger à tout âge. C'est-à-dire que même là vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'adultes qui bénéficient d'un traitement orthodontique, mais le gros, on va dire, le problème important, enfin j'aimerais quand même mettre le point sur le problème orthopédique, c'est-à-dire que sur les problèmes des mâchoires. Généralement, c'est héréditaire. C'est-à-dire qu'un parent qui a des anomalies de classe 2 ou de classe 3, c'est-à-dire soit la mâchoire inférieure en avant, ce qu'on appelle nous classe 3, ou bien l'inverse, une mâchoire supérieure très avancée ou bien l'inférieure très reculée, c'est ce qu'on appelle aussi nous classe 2, ça généralement c'est génétique, c'est héréditaire. C'est-à-dire que si déjà les parents présentent cette anomalie ou bien dans la fratrie on a ça, l'enfant doit consulter plus jeune que le grand frère qui a bénéficié d'un traitement plus compliqué vers l'âge de 12 ans, par exemple. Il y a ça, mais si la consultation se fait vers l'âge de 6 ans, si l'enfant n'a aucun problème, on va dire, décelable par les parents, l'orthodontiste peut quand même poser un diagnostic ou bien les orienter vers l'âge idéal où on peut commencer le traitement. Là, je dis 6 ans, certaines écoles préconisent le traitement avant 6 ans. Mais moi, je préfère rester sur 6 ans parce qu'on a besoin de la coopération du patient. Un patient de 3 ans ou de 4 ans, il ne peut pas quand même supporter un appareillage ou bien juste par, on va dire, des gestes à faire, oui. Mais pour accepter un appareillage, ça reste quand même très difficile. Mais à partir de 6 ans, c'est quand même l'âge où l'enfant commence l'école et tout. Donc là, quand même, il est quand même, on va dire, habilité à supporter certaines contraintes qui sont là, le dispositif qu'on peut mettre en place. Parce qu'à 6 ans, on peut traiter beaucoup de problèmes. Oui. Docteur Choukri, vous vouliez réagir ?
Oui, par rapport aux populations à risque, on a surtout la pathologie qui est celle de l'hypertrophie des végétations adénoïdes, qui normalement sont des tissus qui existent derrière le nez. Et c'est un tissu qui existe chez tous les enfants. Mais parfois, ces végétations adénoïdes s'hypertrophient et elles augmentent de taille. Et elles vont obstruer le canal aéropharyngé et induire une respiration buccale, des ronflements nocturnes, respiration buccale jour et nuit, et donc des ronflements nocturnes, parfois même qui peut aller jusqu'aux apnées du sommeil. Et tout ça va induire un défaut de, comme a dit de langage, défaut de maturation et du massif de croissance du massif facial, donc des os de la face, et donner ces déformations et ces malocclusions buccales et donner ce qu'on appelle le faciès adénoïde. Il y a aussi la pathologie, celle de allergique, celle de la rhinite allergique, c'est la même chose, même conséquence. Un enfant qui a un nez bouché tout le temps, toute la nuit, dort mal, respire bouche ouverte, et cette ouverture permanente de la bouche va aussi induire les déformations du massif facial. Absolument. On va revenir. Peut-être que c'est plus simple, on disait, c'est plus simple quand même de détecter ce genre de personnes. Mais pour, par exemple, docteur Choukri, pour les enfants aujourd'hui, est-ce qu'il est simple de faire le diagnostic, par exemple, pour des enfants dyslexiques, des enfants qui ont de la dyscalculie? On les a pas cités. Les enfants 10, oui. Voilà, les enfants 10 et aussi pour les TDAH. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à poser simplement ou facilement un diagnostic? Oui, bien sûr, on arrive à poser un diagnostic. D'abord, on fait un dépistage précoce quand on a des enfants qui viennent consulter tôt, bien sûr. Et donc, ce dépistage précoce nous permet d'orienter rapidement vers les autres acteurs, ce qu'on appelle les acteurs de deuxième ligne, parce que le pédiatre, le médecin généraliste et le professionnel de première ligne, ainsi que les éducatrices de crèche, les enseignants, sont des professionnels de première ligne qui sont en face des enfants et qui détectent précocement s'il y a un problème. Ensuite, quand on détecte que l'enfant est en difficulté, par exemple pour les apprentissages scolaires, on doit justement adresser chez les professionnels de deuxième ligne, qui sont les pédiatres formés en neurodéveloppement, les pédopsychiatres. Est-ce qu'on a suffisamment aujourd'hui de gens formés justement, vous en parlez, docteur Choukri, parce que dans beaucoup de pays, pas uniquement en Algérie, justement, on parle de ce manque de personnel formé, notamment dans ce domaine, c'est-à-dire quand on parle des orthophonistes, quand on parle de pédiatres formés, quand on parle d'auxiliaires formés, on a un manque flagrant. En spécialiste de deuxième ligne, on a un manque flagrant. Donc, une fois qu'on envoie l'enfant, bien sûr, les testings se font, l'exploration médicale qui doit se faire par le médecin se fait automatiquement, et les enfants, une fois testés, une fois qu'on a posé le diagnostic de troubles d'apprentissage tels que la dyslexie, la dyscalculie et la dysorthographie, à ce moment-là, l'enfant est pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire et avec bien sûr une remédiation cognitive et une remédiation pédagogique. Oui. Docteur Messadi, on a parlé tout à l'heure justement des objectifs du traitement de l'amblyopie ou de l'œil paresseux, pour que les gens nous comprennent peut-être un peu mieux. Quels sont les traitements, parce que c'est très important de rappeler que l'occlusion, on fait encore cette occlusion de l'œil, est très importante, et même si c'est long, même si c'est une prise en charge qui peut prendre du temps. Oui, effectivement, il faut savoir que le traitement de l'amblyopie est un traitement très long et je dirais même qui demande un suivi toute la vie. Quand on est amblyope, le suivi doit être pour toute la vie parce que la rechute est toujours là à nous guetter. Et la principale cause d'échec de ce traitement reste et demeure la lassitude des parents. Ce sont des parents qui se déconnectent, qui ne sont pas adhésients, qui manquent d'adhésion au traitement, qui se fatiguent. Oui, docteur, ça fait 2 ans que je traite et puis l'œil de mon enfant est toujours pareil. Que ce soit qu'il est encore dévié, parce qu'en réalité, c'est leur souci principal. C'est pour ça qu'il est important de rappeler que c'est un traitement qui prend du temps, justement. C'est un traitement qui prend beaucoup de temps et qui doit être toujours entretenu parce qu'il y a toujours une rechute.
Je voudrais quand même que vous me donniez juste le temps de donner quelques signes d'appel de mauvaise vision chez l'enfant. Ça, c'est très important. Très important de donner quels sont les signes d'appel d'une mauvaise vision chez l'enfant. Et là, la maman doit être finalement le premier rempart ou le premier détecteur, le premier radar de détection de ces anomalies de la vision. Et en effet, la maman doit être dans l'observation. Un enfant, par exemple, qui se rapproche trop des objets est un enfant myope. Un enfant qui, quand il commence l'apprentissage de l'écriture et qui écrit grand, il écrit les grosses lettres, c'est-à-dire que c'est un enfant qui est hyper métrope. Ça, ce sont des signes indirects. Un enfant qui confond les lettres, qui confond le N et le H... C'est de l'astigmatisme. C'est de l'astigmatisme, bravo. Et je resterai sur une observation également de la pupille de l'enfant. Ça, c'est très important chez le tout petit enfant, entre 24 et 30 mois. Il faut observer la pupille de vos enfants. C'est vrai qu'il y a un problème qui n'est pas très fréquent puisqu'il ne touche que à peu près 250 000 naissances, mais ça reste un problème qui est vital puisqu'il s'agit de rétinoblastome. Les tumeurs de la rétine de l'enfant, c'est les cancers de la rétine de l'enfant. Ce sont des affections très rares, mais qui peuvent être dangereuses. Ça, c'est la tache sur la pupille, c'est ça. C'est une pupille qui blanchit, qui, sous certaines incidences, envoie une tache blanche sur la pupille de l'enfant. Ça, c'est un message que j'adresse aux mamans pour qu'elles observent bien leurs enfants entre 24 et 30 mois, surtout dans des cas où il y a une hérédité. Parce que dans des cas où il y a une hérédité, le rétinoblastome, il est bilatéral. Et donc, je demande aux mamans d'observer bien les pupilles de l'enfant. De faire attention, justement. Voilà. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, on est pratiquement à la fin de cette émission. Peut-être des messages clés pour terminer. On parlait tout à l'heure justement de la carie et de la dent de lait particulièrement. On a tendance à dire c'est pas grave, on les arrache parce que de toutes les manières il va avoir une autre dent définitive. C'est un message aussi à bannir. Exactement. Une dent de lait, c'est une dent qui a une très grande importance. C'est une dent qui a quand même sa durée. On doit respecter cette durée de vie. Elle est là jusqu'à la date de remplacement naturel. C'est-à-dire qu'une carie sur une dent de lait, c'est une carie qui doit être soignée. Il ne faut jamais penser à l'extraire parce qu'elle va être remplacée dans tous les cas. Pourquoi ? Parce que c'est une dent déjà qui aide pour la mastication, c'est une dent qui maintient la dimension verticale de la bouche, mais surtout ça maintient l'espace pour la dent remplaçante. C'est-à-dire que parfois, on reçoit des patients qui ont perdu des dents de lait d'une façon très précoce ou à la base, ils n'allaient pas présenter des problèmes on va dire ce qu'on appelle nous DDM, c'est-à-dire des dents mal alignées. Les dents ne s'alignent pas parce qu'elles ne trouvent pas l'espace dû à la perte précoce de cette dent de lait qui a été enlevée juste parce qu'elle était elle était carrée. Il faut dire aussi qu'il existe aujourd'hui des dispositifs quand on enlève une dent de lait. Pour le maintien. Maintenant, si vraiment le soin est impossible, il faut penser à mettre un tout petit dispositif tout simple qui ne coûte pas cher pour maintenir l'espace, pour maintenir l'espace nécessaire pour le remplacement de cette dent. Surtout pour les dernières dents, on appelle les 5, les dernières dents de lait, lorsque la première dent définitive n'est pas encore arrivée sur l'arcade, il faut faire le maximum pour la conserver parce qu'elles servent de guide pour l'éruption naturelle de cette dent. Donc si on l'extrait avant l'âge de 6 ans, avant l'âge de l'éruption de la première dent définitive, la dent définitive qui est une dent clé, elle viendra tordue et là ça va donner des troubles au niveau de la... On termine avec Dr Chokri, c'est la fin de l'émission. Peut-être terminer justement sur l'importance de consulter tôt, notamment dans les troubles de l'apprentissage, avant que ça devienne un complexe, avant que ce soit trop tard. On parlait de cette notion de plasticité justement. Oui, le message que je voudrais justement faire passer aux parents, c'est de surveiller le développement psychomoteur de leurs enfants. Par rapport aux troubles d'apprentissage, tout enfant qui a fait un retard de langage, qui ne fait pas de phrase à 3 ans, qui n'a pas une phrase de 2 mots à 2 ans, qui n'a pas de récit à 4 ans, un enfant qui tombe fréquemment et qui est maladroit, qui a une certaine maladresse du geste, un enfant qui n'a pas acquis l'autonomie pour manger à 3 ans à la cuillère, un enfant qui n'a pas acquis l'autonomie de s'habiller à 6 ans ou bien à 5 ans, donc s'habiller à 5 ans, boutonner son chemisier à 6 ans, un enfant qui ne sait pas colorier, qui ne sait pas ensuite, qui ne veut pas et ne peut parce qu'il ne peut pas,
colorié en préscolaire et qui ne sait pas découper donc au ciseau, c'est des enfants qui sont sujets. C'est les premiers signes qui nous disent que c'est un enfant qui va faire des troubles d'apprentissage après. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir animé ce débat. Merci à vous de nous avoir prêté attention. J'espère qu'on a pu répondre à une partie des questions que vous vous posez. En tout cas, le message clé, consultez tôt, même si l'enfant n'est pas malade, on peut passer à côté de quelque chose. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention. Cette émission est terminée. Je vous revois samedi prochain. Au revoir.